Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Lord Adair Turner. Bonjour. Bonjour. Thank you for being here with us. Merci d'être là avec nous, ancien président de l'autorité britannique des services financiers de 2008 à 2013. Vous publiez Reprendre le contrôle de la dette, c'est aux éditions de l'Atelier. Ça fait quasiment 10 ans, et cette faillite retentissante de Lehman Brothers, parce que 10 ans après l'une des pires crises, selon vous, est-ce que la finance mondiale, aujourd'hui, renoue avec ses excès? Non, je pense que le système financier en lui-même est beaucoup plus robuste qu'il ne l'était en 2007, grâce aux réformes mises en place après 2007-2008. Plus de capital, plus de liquidité dans le système bancaire. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que si le système risque moins de produire une crise qui s'auto-renforce comme à l'automne 2018, le problème fondamental qui a conduit à cette crise, trop de dettes privées dans le monde, trop d'endettement, sont toujours là. Donc, je m'inquiète moins des risques que le système financier produise une crise que par le fait qu'il y a quelque chose de structurel dans l'économie mondiale qui délivre toujours une croissance insuffisante. Et parce qu'elle délivre une croissance insuffisante, elle engendre ces mouvements de populisme politique comme Trump, le Brexit et bien sûr... Oui, il part en France. Enfin, Marine Le Pen a quand même obtenu 33% au second tour de l'élection présidentielle. Si vous aviez dit ça 10 ans auparavant, vous auriez dit que c'était plutôt un bon score pour le Front National. Donc il y a des problèmes un peu partout dans le monde. Je vous écoute, si j'ai bien compris, notre système financier aujourd'hui, il est plus résilient, donc il n'y a pas de crise financière à l'horizon. Peut-être la dette, on va en parler après de la dette, mais il n'y a pas de crise financière à l'horizon. Je ne pense pas qu'il y aura une crise financière comme celle que nous avons connue à l'automne 2008, durant laquelle une banque tombe et tout le monde s'inquiète de la solidité du système bancaire. Je mettrai cependant une exception. Si vous regardez l'explosion du crédit en Chine et l'explosion du crédit en Chine dans le shadow banking, le développement de structures financières très complexes, ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans les économies développées avant 2008. Alors, je m'attends à voir en Chine, pas forcément une crise, mais une action des autorités chinoises pour contrôler très strictement ce phénomène, ce qui pourrait incidemment réduire la croissance de l'économie mondiale de façon assez significative. Mais je serais assez étonné si à court terme, nous revenions à là où nous étions en septembre et octobre 2008. That's good news. That's good news. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui, c'est bien. Bon, donc, vous l'avez dit, Lord Adair Turner, de nouvelles régulations du système financier ont été mises en place depuis 2008. Il y a un débat entre économistes qui disent que pas assez de choses ont été faites pour réguler la finance et les banques. Oui, après 2008, nous avons introduit une série de nouvelles régulations. Nous avons beaucoup plus de capital dans le système bancaire. Les banques doivent avoir plus de fonds propres, plus de liquidités. Et nous avons aussi pris des mesures pour réguler l'activité sur les produits dérivés. J'ai été intimement impliqué dans ce processus avec ce qui est appelé le Financial Stability Board durant cette période. Donc je pense que nous avons pris des mesures que les plus grosses banques, Société Générale, HSBC, JP Morgan, je pense qu'elles sont beaucoup plus résilientes qu'en 2008. Mais vous pouvez avoir un système bancaire résilient, mais toujours une économie qui n'est pas aussi performante qu'elle le devrait. Et si vous regardez les problématiques de la dette totale des entreprises et des ménages est désormais au plus haut jamais atteint. À lire votre thèse, c'est que les économies globales mondiales sont trop accros à la dette. Une dette mondiale qui est, vous l'avez dit là à l'instant, plus élevée aujourd'hui qu'en 2008. Mais tant que les taux d'intérêt sont bas, peut-être durablement bas, regardez le Japon, on peut rester avec des dettes très élevées. Le problème, une fois que vous avez trop de dettes dans le secteur privé, c'est que la dette ne disparaît pas vraiment. Et elle se transfère simplement dans l'économie en passant du secteur privé
au secteur public, parce que le secteur privé essaye de se désendetter, de réduire ses dettes. Il faut compenser avec le secteur public, ce qui crée des déficits, mais après un temps, on s'inquiète de la façon de gérer les déficits publics, ce qui conduit à l'austérité et à l'arrivée d'une croissance molle. C'est le défi principal. Et bien sûr, ce qui s'est passé après 2008 dans les économies développées est simplement un décalque de ce qui s'est passé au Japon après 1990. Et le Japon est toujours embourbé dans cette situation 25 ans après. Avec un taux de chômage, Le Japon aujourd'hui a un taux d'endettement de 250%. Oui, mais avec un taux de chômage qui est à moins de 5%. Au Japon. C'est vrai. L'économie japonaise est très intéressante parce que d'un côté, c'est l'une des économies les plus riches du monde et elle continue à croître très lentement. Croissance par tête de 1% par an annuellement. Elle a une population active qui baisse, un taux de chômage de 3%. Ce qui est extraordinaire, il n'y a pas d'inflation et malgré les efforts de la Banque du Japon, elle n'arrive pas à créer cette inflation. Et donc, le fardeau de la dette ne disparaît jamais. Dans les prochaines années, ce qu'a vécu le Japon. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes depuis 2008 est une version de la situation japonaise. Nous avons rencontré le même schéma, le lent désendettement du secteur privé, compensé par un accroissement dans le secteur public. Mais la démographie n'est pas la même entre la démographie n'est pas la même. Il y a des similarités dans des pays comme l'Allemagne, moins en France. Dans toutes les économies développées, nous voyons des taux de natalité équivalents ou inférieurs au taux de remplacement. Quand ils sont équivalents, je pense que c'est plutôt bon, mais quand ils sont très bas, comme au Japon, je pense que ça peut devenir problématique à long terme. On l'a compris, selon vous, ce sont les chiffres, mais la dette, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. On n'a pas assez de dette avec comme contrepartie de l'investissement productif. C'est trop pour financer de la consommation, c'est ça ? C'est problématique, ça. Dans nos manuels d'économie, on apprend que ce que les banques font, c'est qu'elles prêtent de l'argent aux entreprises pour faire des investissements. Mais en fait, si vous regardez où la dette a augmenté un demi-siècle avant 2008, où il est passé dans les économies développées de 50 à 170% du PIB, presque toute cette augmentation de la dette était liée à l'immobilier. Quelquefois, c'était de l'investissement dans l'immobilier et c'est important d'investir. Ça crée de l'emploi. C'est important d'investir. Mais l'essentiel de cette dette ne finançait pas l'investissement. Il servait à financer l'achat d'actifs immobiliers qui existaient déjà, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni. Nous n'avons pas eu un boom de la construction avant 2007, mais nous avons eu un boom de plus de dettes, augmentation des prix de l'immobilier, plus de dettes, augmentation des prix de l'immobilier, et c'est assez dangereux. Ça crée des cycles qui montent, et lorsqu'il y a une crise de confiance, ça s'effondre. Et la plupart des problèmes qui apparaissent dans les économies développées sont essentiellement liés au crédit et au cycle de l'immobilier. Et en fait, le système financier a contribué justement à cette envolée du crédit. Oui, il le fait. Enfin, le système bancaire, si vous êtes un banquier, et j'ai été au conseil d'administration de banque, la chose la plus facile semble d'accorder des prêts sur l'immobilier. Si vous devez prêter à un chef d'entreprise, vous devez vous assurer que le chef d'entreprise sache de quoi il parle. Vous assurez que le business plan soit solide. Oui, c'est beaucoup plus facile de prêter de l'argent à quelqu'un qui veut acheter une maison, un bureau, un commerce. Et aussi longtemps que je garde le ratio loyer sur valeur en dessous de, disons, 60%, je serais bien. Il y a un biais, il y a un bias, il y a un biais. Oui, il y a un biais. Il y a un biais naturel qui se crée dans le système bancaire, de gravité autour du prix immobilier, parce que ça semble la chose la plus facile à faire. Une partie peut être bénéfique, mais cela peut être excessif. Too much of it. On a les chiffres là-dessus ? Sur, we have figures, on a les chiffres sur la répartition, enfin, quelle est la contrepartie de la dette entre l'immobilier, la consommation et l'investissement productif. Il y a une très bonne étude par trois économistes que je cite dans mon livre, qui ont étudié le système bancaire de toutes les économies développées depuis les années 70, et ils ont mis en évidence qu'en 1970,
le pourcentage des prêts investis dans l'immobilier était d'à peu près 35%. Et il n'a cessé d'augmenter pour représenter aujourd'hui 60 à 65%. Donc la plus grosse part de l'augmentation de la dette dans les 30 dernières années était due aux prêts dans l'immobilier. Et en quoi cet excès de dette à l'échelle de la planète, au plus haut depuis la crise, en quoi est-ce que ça empêche d'avoir une croissance solide, robuste? Le problème de cette dette dans l'immobilier, c'est qu'elle ne crée pas nécessairement de nouvelles capacités productives. L'immobilier est une forme de capacité productive, mais une grosse partie des crédits ne le sont pas. Par contre, ça augmente la dette. Et à la fin, vous avez une crise. Vous avez une crise de confiance, ce que certaines personnes appellent un moment Minsky, qui doit son nom au célèbre économiste Hyman Minsky, qui était inconnu avant la crise. Le problème, c'est qu'une fois que cette crise se produit, et si vous avez beaucoup de ménages et d'entreprises qui ont l'impression d'être trop endettés, ils vont se concentrer sur le remboursement de leurs dettes, ils n'investissent pas, ils ne consomment pas, et c'est ce qui piège l'économie. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre le surplomb de la dette, un niveau de dette hérité du passé dont nous ne savons pas nous débarrasser. Justement, qu'est-ce qu'on en fait? To get rid of. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est sympa. Il y a le constat et après il y a qu'est-ce qu'on en fait? On les réduit, on les allège, on les annule. C'est compliqué. Dans ce livre, je fais ce qui, pour certaines personnes, est une proposition dangereuse. Si vous êtes vraiment complètement bloqué sous ce surplomb de dette et qu'il n'y a aucune façon de vous en sortir, vous devez faire ce qu'on appelle monétiser la dette. Et c'est ce qui va se passer au Japon. Ça va au-delà du quantitative easing. Ce qui se passe au Japon, c'est qu'il y a trop de dettes privées et pendant 25 ans, le gouvernement a compensé cela en émettant de la dette publique. Et maintenant, au moins un tiers, en fait peut-être 40% de toute la dette publique est détenue par la Banque centrale du Japon. Et tous les mois, elle achète un peu plus de la dette. Et mon sentiment est que ce qui se passera au Japon est que ces achats vont devenir permanents. Ce sera une opération de quantitative easing qui ne sera jamais inversée. Nous découvrirons rétrospectivement que la dette a été éteinte, mais qu'elle a été remplacée par de la monnaie banque centrale. Les banques sont condamnées à finalement à racheter, à monétiser les dettes publiques. C'est pas ce que dit la Fed. Je pense que ce que dit la Fed, c'est pas ce que dit Mario Draghi, la BCE. Ça dépend de la taille du trou déflationniste dans lequel vous êtes tombé. Quand vous êtes dans une trappe déflationniste extrême comme le Japon, je pense que la seule façon d'en sortir est un exercice de monétisation. Je pense que c'est ce qui se passe au Japon. Est-ce que la Fed va réduire la taille de son bilan? Oui, la Fed a la possibilité de traverser ce cycle sans faire ça. Elle nous dit aujourd'hui qu'elle va réduire la taille de son bilan, qu'elle va inverser le QE. Je ne suis pas sûr que cela va se passer. Je pense que nous pourrons nous rendre compte dans 15 ans que le bilan de la Fed est toujours beaucoup plus gros qu'avant la crise. Je pense qu'il y aura un dégonflement du bilan de la Fed. Mais il ne sera pas total. Cela dépend de l'évolution de l'économie dans les années à venir. Si la croissance économique est forte aux États-Unis, alors il y aura un dégonflement significatif du bilan de la Fed. Mais s'il y a un ralentissement de l'économie globale, je pense qu'ils s'arrêteront. Et je pense que nous verrons qu'une partie de la monétisation du QE aux États-Unis est permanente. Mais je ne pense pas que nous en sommes encore sûrs, alors que pour le Japon, cela arrivera. Lord Adair Turner, les banques centrales sont piégées. They're trapped. Avec des taux d'intérêt qui restent bas et le besoin de monétiser, d'acheter toujours de la dette publique. Parce que l'endettement est très haut. Les banques centrales, elles ne sont jamais à court de munitions. Si notre problème est une demande inadéquate et une inflation trop basse, elles peuvent toujours utiliser l'arme ultime, qui est la monétisation. Mais elles n'aiment pas utiliser ça. Elles aiment utiliser les autres outils et bien sûr, elles ont fait des choses extraordinairement exceptionnelles, comme prêter à taux négatif, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Je pense que l'inquiétude que les gens ont, l'inquiétude légitime, si nous avons dans les années à venir, pour je ne sais quelle raison, peut-être un ralentissement en Chine, un ralentissement majeur de l'économie mondiale,
Nous n'avons plus guère d'outils à notre disposition parce que nous avons utilisé beaucoup d'entre eux. Les taux négatifs, le quantitative easing, et c'est l'inquiétude. Parce qu'il reste des problèmes structurels dans l'économie mondiale, ce qui signifie probablement que nous pouvons avoir une croissance molle et une inflation basse. Bien nous le dire. En attendant, je vous renvoie à ce livre, Reprendre le contrôle de la dette. Tout ça est signé Lord Adair Turner aux éditions de l'Atelier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci.